Bonjour, bienvenue à l'émission La route des arts du Richelieu. Cette semaine, la route nous a menés jusqu'à Saint-Roch de Richelieu, dans l'atelier de Holly Ratcliffe, qui est céramiste, anthropologue et théologienne. 3 titres. Mais ces 3 titres définissent l'artiste que vous êtes. On le voit à travers votre art au complet. Ben oui, c'est la céramique que j'ai commencé en dernier, mais en cours de route, j'ai découvert que tous mes intérêts en tant qu'anthropologue et théologienne s'arrimaient avec la création. Oui, parce qu'il faut le dire tout de suite, vous vous intéressez beaucoup à l'art funéraire. C'est quoi, il y a un autre mot? Cinéraire aussi? Ben, des urnes cinéraires, mais l'art funéraire. OK. Qu'est-ce qui vous attire là-dedans, là? Ben, je découvre de plus en plus que l'art funéraire, ça a été l'art nec plus ultra dans plusieurs cultures à travers le monde. Ouais. Tu sais? On peut aller loin derrière pour retrouver Exactement. des rites, des rituels, des façons de faire. C'est ça. Et l'art le plus cher, le plus... en tout cas, c'était pour les défunts. C'est vrai, Et c'est une découverte que j'ai faite à travers la céramique, ouais. à travers mes études. À travers les études de céramique. Vous avez commencé lors d'un voyage au lycée, vous êtes allé en Hollande et vous avez eu un premier contact avec l'art de la céramique. Mais après ça, c'est vraiment plus en 2014 que là, il y a eu un virage et vous êtes devenu... Un virage de vie, oui, virage on dirait. De vie. Oui, oui. Une transition. Oui, oui. Et c'est par hasard que j'ai découvert en thérapie, en thérapie d'art, la céramique. Et c'est là où j'ai commencé avec beaucoup d'intérêt. Ça répondait à mes besoins. Ouais. Tu sais, à des moments où on a besoin de ne pas parler, mais de créer avec les mains. Avec les mains, c'est ça. De le fait d'être en avec contact avec la terre, ça a quelque chose de réparateur. C'est quelque chose qui vous a habité, qui vous a amené quelque part. Et c'est l'exploration aussi. Si on ne connaît pas des glaçures, comment ça fonctionne, c'est toujours... comme à chaque fois qu'on ouvre le four, c'est comme Noël, hein? On est surpris. C'est ça, parce qu'au départ, quand c'est travaillé, c'est plutôt terne, même avec la peinture, avec les couleurs. On le met au four, puis... On découvre autre chose. Ouais, c'est ça. On a des surprises, parfois, j'imagine. Ah oui, tout souvent. Parlez-moi des couleurs, des textures. Parlez-moi de ce qui vous parle dans ça. Bien, oui, c'est sûr qu'avec les glaçures, il y a des couleurs, mais des assiettes que j'ai fait à une résidence au centre de céramique Rosinski, c'est là où j'ai pu expérimenter les différents métaux et ce qu'ils font durant... ce qui se passe pendant la cuisson. Pendant la cuisson, mais ce qu'ils font entre eux, tu sais, en superposition. Oui, OK. Alors, ça, c'est un genre de test que j'ai fait par rapport aux couleurs, traduit en céramique. Parce qu'il y a des choix de couleurs. Comment vous faites pour vous orienter par rapport aux couleurs, là? J'imagine que je ne vois pas de fuchsia dans vos poteries. Mais non. Et, en Hollande, c'est le bleu et blanc, naturellement. Et en Chine aussi, hein, il y a beaucoup plus. Des belles fait que vous allez chercher dans ces teintes-là. Puis vous avez aussi une technique de superposition après. C'est ça. Le gestuel et la superposition sont comme ma signature. Comme ça, par exemple... on voit le gestuel et le... Oui. Il y a quelque chose de très vivant, malgré qu'on parle d'urne. Il y a quelque chose de très vivant aussi. Quand vous parlez, quand vous vous exposez quelque part, vous rencontrez le public. Quel genre de conversation vous avez? Comment réagissent les gens par rapport aux urnes? Bien, je me souviens quand la première fois que j'ai exposé à la Maison de la Culture ici au village. Oui. Il y avait des voisins et des amis qui sont venus, puis la conversation au départ était un peu
froide, je dirais, mais au fur et à mesure, je trouvais que les gens riaient. C'était comme une façon d'exprimer leur... ou de sortir leur tension ou quoi que ce soit. Oui, Ouais. parce qu'il y a un malaise, il y a une Eh bien, il y a un nervosité, malaise culturel. c'est ça êtes-vous en mesure de m'expliquer pourquoi, ce petit malaise? Oh, ben, il y a un grand déni de la mort dans notre culture. Ça a été tellement médicalisé. On le cache aux hôpitaux. Et, alors, c'était pas toujours comme ça, même en Amérique du Nord et en Europe, dans l'histoire, tu sais, avec les pandémies, Oui. les gens se côtoyaient la mort quotidiennement. Ouais. Mais maintenant, c'est plus le cas. Et les médecins, ils s'attendent à guérir le monde. Les soins palliatifs, c'est comme le grand échec. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est difficile parce qu'on ne veut pas. Hein, même, on voit là, si un corps, on veut l'enterrer, on veut le cacher, on veut le brûler, on veut que ça passe vite. On veut passer à autre chose rapidement. Fait que dans le fond, vous devez vous retrouver souvent en grande conversation philosophique. Mais c'est ça. Il n'y a pas de limite. Oui, c'est ça. J'adore ça. Oui, quand même. La conversation, c'est pas simple, ça va avec ce que je fais. Ouais. Alors, les gens entrent dans votre atelier ou à l'exposition, ils regardent un peu vos œuvres. Je vois que ce qui accompagne les urnes, vous avez quelques bols, que vous appelez des bols funéraires, qui peuvent servir à quoi? Bien, quand j'ai commencé, les grands plats, les bols, les grands bols, c'était plus comme commémoratif. Ça pourrait servir pour recevoir les cartes de condoléances ou s'il y avait une liturgie, une rituel d'offrande quelconque, je ne sais pas. Et ça peut être ramené aussi à la maison, ça fait quelque chose de décoratif, mais on peut déposer des objets qui nous font penser à la personne. Ça va avec... rituel même qui continue après. Exactement. Ça faisait partie de ma pensée. Hein, que les gens, les vases, par exemple, ça pourrait servir. Oui, mettre une fleur ou une plante à côté. Ça pourrait être un souvenir de la personne, mais en même temps, ça ferait partie de la vie quotidienne, la vie maintenant, ici, maintenant. Une petite parenthèse, vos urnes, vous dites qu'ils sont aux normes. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des normes de thanatologue du Québec. Si je viens acheter mon urne ici, là, je vais pouvoir aller dans le salon funéraire. Oui, il faut que ça soit d'une certaine grandeur pour pouvoir contenir tous les défunts, tout ce qui... Toute la personne les dans restes, le même. les restes du défunt. Puis parle-moi de la recherche. Quand tu t'installes pour faire une œuvre, c'est-tu l'anthropologue qui est là? C'est-tu la céramiste? C'est-tu la femme qui est là puis qui fait juste sentir? Comment ça se passe? T'es dans quel état quand tu fais ça? Je suis céramiste, d'abord et avant tout. Oui. Et je suis artiste émergent, mais d'une certaine âge. Alors, je suis plus proche à faire une réflexion sur ma propre mortalité en même temps. Des fois, si je sais pour qui ça va être fait, je fais une méditation sur la personne. Tu sais, ça dépend de la situation. Parce que vos œuvres aussi, grâce au bol, entre autres, grâce au pot de fleurs, permet un état méditatif, de contemplation, C'est ça. Fait qu'il faut l'avoir apprivoisé, la mort. C'est sûr, c'est des formes simples, classiques, je dirais. Oui. Parce que c'est la surface où je travaille mon art, on dirait. Mais par contre, chaque urne est faite à la main. Le moulage, c'est une façon de faire de la céramique, mais c'est pas ce que je fais.
je le tourne sur le tour. Ouais. Alors, tu te mets dans un état, tu ne travailles pas nécessairement à partir. Si tu fais une commande pour quelqu'un, as-tu besoin de connaître la personne? Tu pars-tu d'une photo? Ben, souvent, les gens achètent et je connais pas, j'ai pas d'histoire. Okay. Mais j'aime avoir un contact personnel avec les personnes qui en achètent. Je n'ai pas mis de magasin sur mon site web, par exemple. Non. Parce que je veux rencontrer les gens. OK, avoir quand même le contact avec la personne. C'est ça. OK. En 2020, tu as été céramiste en résidence au Museum of Anthropology à Vancouver pour 3 mois. Quand même. Ah oui? C'est bon? C'est bon? Qu'est-ce que ça t'a inspiré d'être là-bas? Qu'est-ce que tu as appris? Bien, c'est, comme je viens de dire, l'aspect anthropologique du genre d'objets ou de vaisselle funéraire. Et parce que c'est pas juste des urnes, il y a des ossuaires. Explique-moi, c'est quoi un ossuaire? Pas clair pour moi, là. Et des sarcophages. Oui, OK. Un ossuaire, c'est dans les cultures où il y a 2 parties à la façon de s'occuper des restes, oui, du corps. La première partie, c'est la chair qui disparaît, mais après, on fait quoi avec les os? Mm-hmm. Alors, dans certaines cultures, à travers le monde, on met les os dans un genre d'urne, mais plus grande. Okay. Et j'ai fait, au musée d'anthropologie, j'en ai fait deux ossuaires des prototypes qui m'ont inspiré de différents lieux au monde. Ouais. OK. Tu as aussi regardé les techniques de céramique asiatiques? Oui, parce que j'étais l'atelier, j'étais dans le musée. Alors, tous les jours, j'avais des collections à regarder. OK. Okay? Mais l'atelier lui-même est partagé avec le département de l'archéologie. C'est sur le campus de l'université en Colombie-Britannique, le musée. Alors, il y avait des archéologues qui venaient voir ce que je faisais. Ça, c'était intéressant. Et les étudiants. Mais il y avait aussi des exemplaires, des vieux objets chinois, dont le jomon. Le jomon, c'est un style, le premier décor chinois. Ça date du 9e siècle, peut-être, je ne sais pas. Je me souviens plus de la date, mais c'est fait avec de la corde. Et même jomon, ça veut dire corde en chinois. OK. Et c'est imprimé sur le On va revenir parce que j'ai encore des questions sur ça. On va juste aller à la pause un petit moment, puis on revient tout de suite avec la suite. À l'émission Parole d'auteur, je partage avec vous ma passion pour la lecture. Je vous invite à découvrir avec moi des auteurs québécois qui vont nous parler de ce qui les anime et ce qui les fait vibrer. Suivez-nous sur la télévision citoyenne. Oli, on parlait d'art asiatique juste avant la pause. Moi, j'ai appris un nouveau mot qui s'appelle la technique de wabi-sabi, qui parle d'imperfection, de craque, de réparation. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu là-dessus? Oui. La wabi-sabi, c'est une esthétique japonaise. Et ça comprend tout l'aspect chez les Japonais, de l'intérêt pour des choses vieilles, des choses où il y a des imperfections. Ouais. Et ça se traduit en céramique japonaise, par un intérêt pour l'imperfection. Et d'abord et avant tout, on le voit au sein de leur cérémonie du thé, là. Et toute l'histoire des bols à thé, des chawan. Okay. C'est pas
mon chose, mais ma chose, là, c'est pas ce que je fais régulièrement, mais j'adore ça. C'est l'interaction entre la terre, la glaçure, les endroits où il n'y a pas de glaçure, ce que fait la cuisson au bois, c'est toujours au bois. Ouais. Et c'est toujours une surprise, comme tu disais tantôt. C'est toujours une surprise. Mais les Japonais, ils adorent ça. Et il y a des bol à thé, pas plus grands que ça, qui vaut des millions de dollars. Ouais. Ça date du 16e siècle, cette pratique en céramique. Et alors, l'esthétique est bien ancrée dans l'esprit japonais. Tu parlais de réparation, ça c'est une autre pratique japonaise. Ça s'appelle kintsugi. Et c'est une réparation de la céramique qui a été brisée avec une certaine résine très toxique, par exemple, et de l'or, de poudre d'or. Ici, en Amérique du Nord, on fait du kintsugi fake, comme on dit. C'est pas avec de l'or et non plus avec la résine qui entoure. Mais quand même, parce que souvent, quand on voit... C'est toute la philosophie autour de la kintsugi. Hein? C'est la réparation de vie, c'est... en tout cas, c'est une forme de réalité aussi. Là, mais oui. Quand on regarde un genre de guérison. Oui, c'est ça. Quand on regarde les différentes œuvres, des fois, c'est très brillant, propre. Puis il y a d'autres fois où on sent la terre, on sent... Puis il peut y avoir des pièces même qui vont y avoir des bordures qui vont être moins droites, moins... Ça fait partie de la céramique. Moi, je suis allée à 1001 pots en fin de semaine, puis ça fait partie de la céramique. Là, tous ces styles-là qui vont vraiment dans tous les sens. Et c'est pas nouveau ici au Québec, mais c'est assez nouveau pour les gens qui connaissent pas la céramique et l'histoire de la céramique du monde. Et alors, c'est vraiment... une découverte. Les gens réagissent souvent, des fois, négativement à ce genre de céramique, mais de plus en plus, le monde connaît la variété de céramique qu'on peut avoir et l'histoire et la valeur de la céramique. La valeur. Ouais. Parlant de valeur, tu me parlais pendant la pause que tu es allé étudier avec un grand maître. Un grand maître. Oui, tu m'as parlé j'ai pas étudié avec, mais j'ai été inspirée par Julian Stair. C'est un pâtissier britannique. J'aimerais bien étudier avec lui. Avec lui. Mais il a monté une exposition, ça lui a pris 10 ans, je crois, de créer cette exposition qui s'appelle Quietus. C'est le départ. Et c'est une exposition des urnes, des ossuaires et des sarcophages. C'est des sarcophages de 7 pieds de hauteur. Je voyais sur Internet une photo d'une pièce de la galerie remplie de ces sarcophages. Et ça donne vraiment une impression de quietus. Oui. C'est pas sombre, pas du tout. C'est vraiment contemplatif. Ce mot-là est important. Le côté contemplatif. C'est quand même particulier parce que là, on parle de spécialité un peu, d'urne, puis de tout ce côté-là funéraire, puis on n'en voit pas tant que ça. C'est particulier, là. Moi, je tombe dans un monde que je ne connaissais pas du tout. Est-ce que c'est courant que les gens viennent vous voir pour chercher une urne ou vont voir d'autres artistes? Moi, quand je vais dans un centre funéraire, ils ne nous proposent pas d'aller voir à gauche et à droite. C'est quelque chose qui rentre dans les mœurs des gens d'ici?
à longue haleine, je dirais. Peut-être, tu connais Josée Drouin. Oui, céramiste à Saint-Hilaire. Elle en a fait pendant 25 ans. Et elle les vend à travers les salons funéraires, oui, la coopérative. Moi, je suis nouvellement arrivée, et avec un autre style aussi, moi, en tout cas. Mais à ce moment, la plupart du temps, les gens viennent me voir. Et c'est ou les voisins ou les gens qui ont trouvé mon site web. Ou qui vont encore écouter l'émission. Écouter l'émission. Ou l'an passé, j'ai eu une visite par la route des arts du Richelieu. J'ai eu une visite de Saint-Eustache, d'une auto de 4 personnes qui sont sorties, descendues, chacune à acheter leur urne. Ouais. C'est rare que les gens achètent une urne pour eux-mêmes. Bien, c'est ça. Est-ce que c'est plus courant d'acheter une urne pour soi ou plus facile pour quelqu'un d'autre? Bien, je dirais pas que c'est pas plus facile pour en acheter pour quelqu'un d'autre. C'est plus le cas parce que la personne qui vient de mourir n'a pas planifié. C'est le même problème. On n'y pense pas, on ne veut pas y penser. Je propose pas des urnes comme cadeau de Noël. Pourtant, s'il y a quelque chose de certain, c'est qu'on va mourir c'est plus que ça, c'est des objets très belles. C'est très beau, effectivement, dans une bibliothèque. Ça a une histoire. Moi, j'ai commencé, il y a des années, j'ai acheté une urne une petite urne, j'ai découvert, c'est pas assez grande, mais de Luc Archambault. Et son style, c'est un Québécois, un céramiste québécois. Et j'adorais son style. Alors, je l'ai acheté comme pour moi-même. Mais en tout cas, je ne savais pas à ce moment-là que... Vous allez faire l'urne vous-même, c'est sûr. OK, vous avez été choisi pour une résidence diplômée en 2019 au Centre d'art Rosinski. On l'a abordé tout à l'heure, dans les cantons de l'Est. Et vous avez fait une série, on s'en va un peu ailleurs, d'assiettes avec des profils. Parle-moi de cette série-là. On en a 2 ici derrière. Oui, il y a et c'est comme j'ai dit avant, c'était pour une exploration des engobes, des différents métaux, qu'est-ce qu'ils feraient sous la glaçure. Mais par la suite, le fait d'en faire des profils, je les ai appelés par la suite parce qu'il me semblait que chaque assiette exprimait un aspect du deuil. OK. Ça reste quand même. Ça t'a suivi à travers ça. Ben même si on oui. ne parle pas d'urne ou quoi que ce soit, il y a quand même quelque chose qui est là. Oui. Fait que vous passez à la mort à tous les jours. Oui, c'est sûr. Non, on ne s'en sort pas. Vous avez une année très chargée qui s'en vient. Je veux juste quand même aborder rapidement. Vous avez aussi des ateliers en médiation culturelle où vous recevez des participants qui peuvent aborder un peu votre art. C'est ça. J'ai commencé ça il y a quelques années, justement pour donner aux gens qui sont intéressés un lieu où on pourrait parler ensemble de nos attitudes envers la mort, tout en manipulant la terre, l'argile. Et je trouve que c'est une bonne recette parce que les gens, ils rient ensemble, on écoute l'un l'autre, puis on apprend des choses. Depuis la résidence au musée d'anthropologie, j'ajoute des photos, une présentation de photos d'objets funéraires très intéressants. Alors, ça donne des idées aussi aux gens pour créer un objet. Donc, ils travaillent la terre. Et en même temps, il y a une discussion que vous dirigez un peu face à l'apprivoisement de la mort. Exactement. C'est quand même bien. Vous avez une année chargée qui vous attend.
C'est quand même extraordinaire. Parlez-moi là, de comment vous avez... Bien, je viens d'entendre au mois de juin que j'ai été sélectionnée en tant qu'artiste en résidence encore une fois en Colombie-Britannique, à l'Université Victoria. OK. C'est un centre d'études en religion et société. Et un des thèmes que ce centre aborde, et ils invitent des chercheurs de partout au monde étudier certains thèmes ou thématiques. Et chaque année, il y a un artiste en résidence. Okay. Et c'est intéressant, c'est un concept intéressant que l'artiste soit avec des scientifiques, dans le fond, c'est ça d'abord. Et en plus, un des thèmes qui m'a fascinée, c'est des compréhensions spirituelles et religieuses de la belle mort auprès des gens en fin de vie, en soins palliatifs. Et j'ai formulé un projet par rapport à un concept qui m'a attiré dans un des livres qu'ils ont produit. Ça vous a parlé. Alors, c'est ça. Je savais que ça, c'était mon projet. Fallait être là, puis vous avez été sélectionné. Oui. Il n'y a pas de hasard. Alors là, ça va occuper toute votre année à venir, puis ça va vous inspirer encore dans votre art. Bien, je trouve ça vraiment fantastique. Oli, merci tellement de nous avoir reçus, puis de nous avoir aidés à avoir une autre perception par rapport à tout ça. Bien, je te remercie de tes questions. Très gentil. Merci beaucoup. Alors, c'était une autre émission de La Route des Arts du Richelieu. On va pouvoir se retrouver la semaine prochaine dans un atelier d'un nouvel artiste. Merci.